auditeurs. 5h42 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Alexandre, est Laurent Sebag, magistrat conseiller à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et coprésident de l'association Amour de la Justice. Bonjour Laurent Sebag. Bonjour. Les obsèques de la petite Liana vont se dérouler aujourd'hui, tandis que la tension ne retombe pas autour des accusations de manquement de la justice. La profession de magistrat est montrée du doigt. Gérald Darmanin a promis d'établir les responsabilités dans la chaîne judiciaire. Une mission d'inspection est en cours. Ces conclusions seront rendues publiques, a précisé le garde des Sceaux. D'abord, Laurent Sebag, première question, est-ce que vous comprenez que les magistrats soient mis en cause dans l'affaire Liana ? Alors, avant de répondre à cette question essentielle présentée, permettez-moi en ce jour bien particulier pour la famille de la jeune Liana, de présenter les pensées de l'association que je représente auprès de toute cette famille dont la pudeur et la dignité forcent le respect et l'admiration. Et évidemment, je comprends l'émoi suscité et qu'on puisse vouloir remettre en cause la responsabilité des magistrats qui ont pu traiter ou ne pas traiter malheureusement cette affaire. Vous êtes donc magistrat du siège Laurent Sebag, vous siégez précisément à la chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Racontez-nous, est-ce que c'est une course permanente contre la montre au quotidien ? Par exemple, combien de dossiers de violences sexuelles sur des enfants passent entre vos mains ? Alors, la chambre spéciale des mineurs, c'est pas le contentieux le plus majoritaire, puisque en réalité, ces affaires concernent plutôt des auteurs majeurs. Mais il est vrai que nous avons dans cette chambre un nombre de plus en plus important de procès criminels qui concernent des mineurs qui sont mis en cause pour des viols ou des agressions sexuelles sur des mineurs également, puisque la compétence particulière de la chambre que je représente, c'est quand même le contentieux des mineurs et des mineurs auteurs du point de vue du pénal. Ce qui pose la question, on les connaît également évidemment, ces mineurs suivis dans le cadre de l'assistance éducative lorsqu'ils sont victimes de majeurs, et là effectivement on les considère comme des enfants engagés et ils sont suivis au titre de l'assistance éducative. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en mesure de traiter toutes les plaintes de ce type qui vous parviennent ? Alors, pour l'instant, on l'est parce que, comme je vous le disais, ça concerne résiduellement les mineurs entre eux, mais il y a fort à parier que dans les semaines qui viennent et après le tri qui sera sans doute réalisé par les différents parquets du ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence auprès des commissariats et des brigades de gendarmerie pour essayer de traiter, on va dire, prioritairement les procédures qui ne l'ont pas été. Il y a tout lieu de penser que nous allons être saisis évidemment en masse de procès criminels qui sont évidemment plus longs et plus compliqués à tenir, et qu'évidemment dans cette logique de priorisation qui est bien compréhensible, nous soyons en mesure ou en nécessité de devoir différer l'audiencement d'autres affaires pénales qui concernent les mineurs. Moi, je vous pose cette question en effet parce qu'il y a ce débat et cette expression qui revient beaucoup. On parle d'une clochardisation de la justice. Or, dans l'affaire Liana, on a entendu Emmanuel Macron dire et Gérald Darmanin répéter que non. Ici, c'est pas un problème de moyens, mais en effet de priorisation des plaintes, Laurent Sebag. Alors, la priorisation des plaintes, à partir du moment où on réfléchit sur la nécessité de prioriser une procédure judiciaire, c'est bien parce qu'on n'est pas en mesure d'avoir les effectifs et tout le matériel nécessaire pour toutes les traiter en même temps, dans le temps qui s'impose. À partir du moment où on commence à parler d'une priorisation, c'est bien que on peut pas tout traiter en même temps. Donc dans un monde idéal, évidemment, alors tout ne se résume évidemment pas à des questions de moyens, et les rapports qui vont tomber nous donneront des éléments sur les éventuels dysfonctionnements qu'il a pu y avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment ces éventuels dysfonctionnements devront être appréciés à l'aune des moyens effectifs dont dispose la justice. Et donc cette logique même de priorisation montre bien qu'il y a un problème qui est structurel. Alors Gérald Darmanin a ordonné à tous les parquets de France de réexaminer en urgence les 70 000 plaintes en cours pour violences sexuelles sur mineurs, le tout d'ici au 14 juillet. Est-ce que cela vous paraît faisable, sérieusement? Alors, en réalité, je pense qu'il faut être très clair sur l'objectif des procureurs de la République et des procureurs généraux en charge de cette mission. Ça n'est pas de les traiter, mais je pense d'en prendre connaissance pour définir une priorisation des procédures entre elles. Oui. D'ailleurs, vu le court laps de temps dont ils disposent, il faut espérer d'ailleurs qu'elles ne soient pas à traiter, parce que si on n'a pas pu les traiter en 10 ou en 20 ans,
c'est évidemment pas en quelques semaines qu'on va le faire convenablement. Et compte tenu du scandale d'État dont on parle aujourd'hui, il est évident qu'à partir du moment où on va les traiter, il faut le faire avec on va dire la plus grande précision et la plus grande compétence. Donc je pense qu'il faut être clair sur cette mission. C'est une prise de connaissance de procédures qui ne sont pas encore parvenues dans les parquets et qui consiste à prioriser le traitement des dossiers. Vous remarquez et puis la question, oui. Laurent Sebag, est-ce qu'il y a d'autres affaires Liana en puissance qui se cachent dans ces 70 000 plaintes? C'est ça aussi. Alors, évidemment que dans ce nombre de plaintes a priori non traitées, il y a potentiellement, évidemment, de nombreux dossiers Liana. Il y a tout lieu de le penser. Après, sur le chiffre des 70 000, très honnêtement, on ne sait pas encore aujourd'hui comment il est calculé. Je pense qu'il est plus sérieux de se rapprocher de chacun des parquets généraux pour savoir d'un point de vue local comment c'est recensé. Parce que ce chiffre de 70 000, il émane du ministère. Il est basé sur des recueils statistiques. Donc évidemment, on ne sait pas comment ont été faits ces recueils statistiques. Je crois que les plus fiables aujourd'hui, ce sont les procureurs généraux, les procureurs de la République, qui se déplacent physiquement dans les commissariats et les brigades de gendarmerie pour chacun de ces dossiers. Sébastien Lecornu va prendre un décret pour que les classements sans suite des plaintes concernant les crimes sexuels sur mineurs soient désormais motivés. Autrement dit, les classements sans suite devront être désormais justifiés. Est-ce que ça, c'est une bonne chose, Laurent Sebag? Alors, c'est toujours une bonne chose. L'exigence de motivation, c'est ce qui nous protège de l'arbitraire. Et l'arbitraire, il peut aussi émaner de la justice quand elle ne s'explique pas alors que c'est sa nécessité. Cependant, ce serait mentir que dire aujourd'hui, il n'y a pas de motivation. En réalité, dans les classements sans suite, il y a différents codes qui correspondent à des explications de motivation. Vous avez déjà entendu parler des classements infractions insuffisamment caractérisées ou absence d'infraction ou poursuite d'autres natures possibles. Ce sont autant d'éléments de motivation qui existent déjà et qui, quand le boulot est correctement fait à l'égard des victimes ou des plaignants, et constituent des éléments qui sont déjà portés à leur connaissance. Après, on peut évidemment, dans un souci de respect à l'égard des familles de plaignants et victimes, être encore plus précis sur les raisons qui conduisent à ce classement sans suite, mais ils existent déjà, et quand les classements sans suite sont notifiés aux victimes, ils sont déjà motivés, en réalité. Laurent Sebag, vous êtes aussi le coprésident d'une association que vous évoquiez qui s'appelle Amour de la Justice. Vous êtes bien conscient qu'en ce moment, ça doit plutôt faire bondir, Amour de la Justice. On fait comment pour réparer ce lien entre la justice et les citoyens, qui s'est abîmé tout de même? Alors, mais ce lien, il commence par se réparer en descendant auprès du peuple, auprès de la population. C'est-à-dire que la justice sorte de ses murs pour aller expliquer comment elle fonctionne et qu'elle puisse enfin communiquer correctement et précisément auprès de chacun. Et c'est une de nos activités au cœur de cette association. Nous faisons de la pédagogie sur ce qu'est la justice, comment elle fonctionne, au-delà de travailler à des projets de réforme qui sont des projets non corporatifs, puisque notre association est constituée d'une représentation de l'ensemble des métiers de la justice, mais aussi des citoyens. On est un lieu de réflexion collective sur un meilleur demain, tous ensemble, sans représenter une quelconque corporation ou métier. Et donc évidemment, cette mission de communication, elle est absolument indispensable. Vous avez entendu aujourd'hui des chefs de juridiction comme le président du tribunal de Paris qui propose que la communication redescende auprès de juridiction et qu'elle se fasse en toute transparence et en particulier sur des affaires aussi graves que celles qui nous concernent ces derniers jours. Eh bien, c'est quelque chose que nous avons déjà formalisé il y a 2 ans déjà dans un livre qui s'appelle Justice partout, justice nulle part, qui interrogeait déjà cette difficulté de relation entre les citoyens, les politiques, la justice et les médias. Laurent Sebag, je rappelle que vous êtes magistrat, conseiller à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Merci.